trois espèces de spectateurs composent ce qu'on est convenu d'appeler le public. Premièrement, les femmes. Deuxièmement, les penseurs. Troisièmement, la foule, proprement dite. Ce que la foule demande presque exclusivement à l'œuvre dramatique, c'est de l'action. Ce que les femmes y veulent avant tout, c'est de la passion. Ce qui cherchent plus spécialement les penseurs, ce sont des caractères. Si l'on étudie attentivement ces trois classes de spectateurs, voici ce qu'on remarque. La foule est tellement amoureuse de l'action. La foule est tellement amoureuse de l'action. La foule est tellement amoureuse de l'action qu'au besoin, elle fait bon marché des caractères et des passions. Qu'au besoin 1, donc note numéro 1, qu'au besoin, c'est-à-dire du style, car si l'action peut, dans beaucoup de cas, s'exprimer par l'action même, les passions et les caractères, à très peu d'exceptions près, ne s'expriment que par la parole. Or, la parole au théâtre, la parole fixée et non flottante, c'est le style que le personnage parle comme il doit parler. Sibi, consté, dit Horace, tout est là. Tout est là. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. On a dit que la foule est tellement amoureuse de l'action. En ce qui concerne les femmes, les femmes que l'action intéresse d'ailleurs sont si absorbées par plutôt le développement de la passion. Qu'elles se préoccupent peu du dessin des caractères. Quant aux penseurs, ils ont un seul goût, de voir des caractères, c'est-à-dire des hommes, vivre sur la scène, que, tout en accueillant volontiers la passion comme incident naturel dans l'œuvre dramatique, ils en viennent presque à y être importunés par l'action. Cela tient à ce que la foule demande, surtout au théâtre, des sensations, la femme des émotions, le penseur des méditations. Tous veulent un plaisir, mais ceci, le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux. Mais ceci, le plaisir des yeux. C'est là le plaisir du cœur. Ceci, ça veut dire la foule, les gens, le plaisir des yeux. C'est là le plaisir du cœur. Les derniers, le plaisir de l'esprit. Exactement, ça veut dire le penseur. De là, sur notre scène, trois espèces d'œuvres bien distinctes. L'une vulgaire et inférieure, les deux autres illustres et supérieures, mais qui, toutes les trois, satisfont aux besoins. Le mélodrame pour la foule, pour les femmes, la tragédie qui analyse la passion, pour les penseurs, la comédie qui peint l'humanité. Disons-le en passant, nous ne prétendons rien établir ici de rigoureux, et nous prions le lecteur d'introduire de lui, même dans notre pensée, les restrictions qu'elle peut contenir. Les généralités admettent toujours les exceptions. Nous savons fort bien que la foule est une grande chose dans laquelle on trouve tout. L'instinct du beau comme le goût du médiocre, l'amour de l'idéal comme l'appétit du commun. Nous savons également que tout penseur complet doit être femme par les côtés délicats du cœur, et nous n'ignorons pas que grâce à cette loi mystérieuse qui lie les sexes l'un à l'autre aussi bien par l'esprit que par le corps, bien souvent dans une femme il y a un ou quelques mots qui nous restent à dire, nous reprenons.
Pour tout homme qui fixe un regard sérieux sur les trois sortes de spectateurs dont nous venons de parler, il est évident qu'ils ont toutes les trois raisons. Les femmes ont raison de vouloir être émues. Les penseurs ont raison de vouloir être enseignés. La foule n'a pas tort de vouloir être amusée. De cette évidence se déduit la loi du drame, pardon. En effet, au-delà de cette barrière de feu qu'on appelle la rampe du théâtre et qui sépare le monde réel du monde idéal, créer et faire vivre dans les conditions combinées de l'art et de la nature. Des caractères, c'est-à-dire, et nous le répétons, des hommes. Dans ces hommes, dans ces caractères, jeter des passions qui développent ceci et modifient cela. Et enfin, du choc de ces caractères et de ces passions avec les grandes lois providentielles. Faire sortir la vie humaine, c'est-à-dire des événements grands, petits, douloureux, comiques, terribles, qui contient pour le cœur ce plaisir qu'on appelle l'intérêt, et pour l'esprit cette leçon qu'on appelle la morale. Tel est le but du drame. On le voit. Le drame tient de la tragédie par la peinture des passions et de la comédie par la peinture des caractères. Le drame est la troisième grande forme de l'art, comprenant, enserrant et fécondant les deux premières. Corneille et Molière existeraient indépendamment l'un de l'autre. Si Shakespeare n'était entre eux, donnant à Corneille la main gauche, à Molière la main droite, de cette façon, les deux électricités opposées de la comédie et de la tragédie se rencontrent et l'étincelle qui en jaillit, c'est le drame. C'est c'est le drame. En expliquant comme il les entend et comme il les a déjà indiqués plusieurs fois, le principe, la loi et le but du drame. L'auteur est loin de se dissimuler l'exiguïté, de ses forces et la brièveté de son esprit. Exigu. Exigu, ça veut dire petit, modique, avec insuffisance. Il définit ici qu'on ne s'y méprenne pas, non ce qu'il a fait, mais ce qu'il a voulu faire. Il montre ce qui a été pour lui le point de départ, rien de plus. Nous n'avons en tête de ce livre que peu de lignes à écrire. Nous n'avons en tête de ce livre que peu de lignes à écrire. Et l'espace ne manque pour les développements nécessaires qu'on nous permette donc de passer, sans nous appesantir autrement sur la transition des idées générales que nous venons de poser et qui, selon nous, toutes les conditions de l'idéal étant maintenues du reste, régissent l'art tout entier à quelques-unes des idées particulières que ce drame rublas peut soulever dans les esprits attentifs. Oh, et premièrement, pour ne reprendre, ou plutôt pour ne prendre qu'un des côtés de la question, au point de vue de la philosophie de l'histoire,
Quel est le sens de ce drame? Expliquons-nous. Au moment où une monarchie va s'écrouler, plusieurs phénomènes peuvent être observés. Et d'abord, la noblesse tend à se dissoudre. En se dissolvant, elle se divise. En se dissolvant, elle se divise. Et voici de quelle façon. Le royaume chancelle, la dynastie s'éteint. La dynastie s'éteint. La loi tombe en ruine. L'unité politique s'émiette au tiraillement de l'intrigue. Le haut de la société s'abattardit ou plutôt dégénère. Un mortel affaiblissement se fait sentir à tous, au dehors comme au dedans. Les grandes choses de l'État sont tombées. Les petites seules sont debout. Triste spectacle public. Plus de police, plus d'armée, plus de finances. Chacun devine que la fin arrive. De là dans tous les esprits, ennui de la veille, crainte du lendemain, défiance de tout homme, découragement de toute chose, dégoût profond, comme la maladie de l'État. Et dans la tête, la noblesse qui y touche. On est la première atteinte. Que devient-elle alors? Une partie des gentilshommes, la moins honnête et la moins généreuse, reste à la cour. Tout va être englouti. Le temps presse. Il faut se hâter. Il faut s'enrichir, s'agrandir et profiter des circonstances. On ne songe plus qu'à soi. Chacun se fait sans pitié pour le pays. Une petite fortune particulière dans un coin de la grande infortune pour public. On est courtisan, on est ministre, on se dépêche d'être heureux et puissant. On a de l'esprit, on se déprave et l'on réussit les ordres de l'État, les dignités, les places, l'argent, on prend tout, on veut tout, on pille tout, on ne vit plus que par l'ambition de la cupidité. On cache les désordres secrets que peut engendrer l'infirmité humaine sans beaucoup de gravité extérieure. Et comme cette vie acharnée plutôt aux vanités et aux jouissances de l'orgueil, a pour première condition l'oubli de tous les sentiments naturels, on y devient féroce. Quand le jour de la disgrâce arrive, quelque chose de monstrueux se développe dans le courtisan tombé et l'homme se change en démon. Et l'homme se change en démon. L'état désespéré du royaume pousse l'autre moitié de la noblesse, la meilleure et la mieux née, dans une autre voie. Pardon? Pardon? Elle s'en va chez elle, elle rentre dans ses palais, dans ses châteaux, dans ses seigneuries. Elle a horreur des affaires, elle n'y peut rien. La fin du monde approche. Qui faire et à quoi bon se désoler? Il faut s'étourdir, fermer les yeux, vivre, boire, aimer, jouir. Qui sait? A-t-on même un nom devant soi? Cela dit, ou même simplement senti, le gentilhomme prend la chose au vif,
décuple sa livrée, achète des chevaux, enrichit des femmes, ordonne des fêtes, paie des orgies, jette, donne, vend, achète, hypothèque, compromet, dévore, se livre aux usuries et met le feu aux quatre coins de son bien. Un beau matin, il lui arrive un malheur. C'est que, quoique la monarchie aille grand train, ça veut dire avec vitesse, il s'est ruiné avant elle. Tout est fini, tout est brûlé. De toute cette belle vie flamboyante, il ne reste pas même de la fumée. Elle s'est envolée de la cendre, rien de plus. Oublié et abandonné de tous, excepté de ses créanciers, le pauvre gentilhomme devient alors ce qu'il peut, un peu aventurier, un peu spadassin, guerrier, qui aime du duel, un peu bohémien. Alors créancier, créancier. Celui qui a prêté de l'argent à un bien, à une personne qui devient le débiteur, créditeur, prêteur. Mhm. On a dit de toute cette belle vie flamboyante, il ne reste pas même de la fumée. Elle s'est envolée de la cendre, rien de plus, oubliée et abandonnée, de tous excepté de ses créanciers. Le pauvre gentilhomme devient alors ce qu'il peut, un peu aventurier, un peu spadassin, un peu bohémien. Il s'enfonce et disparaît dans la foule, grande masse terne et noire que, jusqu'à ce jour, il a à peine entrevue de loin sous ses pieds. Il s'y plonge, il s'y réfugie, il n'a plus d'or, mais il lui reste le soleil. Cette richesse de ceux qui n'ont rien, il a d'abord habité le haut de la société. Voici maintenant qu'il vient se loger dans le bas et qu'il s'en accommode. Il se moque de son parent l'ambitieux, qui est riche et qui est puissant. Il devient philosophe et il compare les voleurs aux courtisans. Du reste, bonne, brave, loyale et intelligente nature, mélange du poète, du gueux et du prince, riant de tout, faisant aujourd'hui rosser le guet par ses camarades, comme autrefois par ses gens. Mais n'y touchons pas. Allions dans sa manière avec quelque grâce l'impudence du marquis à l'effronterie du zingaro. Suyez plutôt au dehors, saint au dedans. Et n'ayons plus du gentilhomme que son bonheur qu'il garde, son nom qu'il cache et son épée qu'il montre. Si le double tableau que nous venons de tracer souffre dans l'histoire de toutes les monarchies à un moment donné, il se présente particulièrement en Espagne d'une façon frappante à la fin du XVIIe siècle. Ainsi, si l'auteur avait réussi à exécuter cette partie de sa pensée, ce qu'il est loin de supposer dans le drame qu'on va dire, plutôt qu'on va lire. La première moitié de la noblesse espagnole à cette époque se résumerait en dansalustes. La première moitié de la noblesse espagnole de cette époque se résumerait en Don Saluste et la seconde moitié en Don César, tous deux cousins comme il convient. Ici, comme partout, en esquissant ce croquis de la noblesse castillane plutôt, vers 1695, nous réservons bien entendu les rares et vénérables exceptions. Poursuivons. En examinant toujours cette monarchie et cette époque
au-dessous de la noblesse ainsi partagée et qui pourrait jusqu'à à un certain point être personnifié dans les deux hommes que nous venons de nommer. On voit remuer dans l'ombre quelque chose de grand, de sombre et d'inconnu. C'est le peuple qui a l'avenir et qui n'a pas le présent. Qui a l'avenir. Le peuple orphelin, pauvre, intelligent et fort, placé très bas et aspirant très haut, ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les préméditations du génie. Le peuple valet des grands seigneurs et amoureux, dans sa misère et dans son abjection, de la seule figure qui, au milieu de cette société écroulée, représente pour lui, dans un divin rayonnement, l'autorité, la charité et la fécondité. Le peuple, ce serait Rublas. Je dois relire ces éléments-là, c'est très important. En examinant toujours cette monarchie et cette époque au-dessous de la noblesse ainsi partagée, et qui pourrait jusqu'à un certain point être personnifiée dans les deux hommes que nous venons de nommer. On voit remuer dans l'ombre quelque chose de grand, de sombre, de l'inconnu. C'est le peuple qui a l'avenir et qui n'a pas le présent. Le peuple orphelin, pauvre, intelligent et fort, placé très bas et aspirant très haut, ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les préméditations du génie. Le peuple valet des grands seigneurs et amoureux dans sa misère et dans son abjection de la seule figure qui, au milieu de cette société écroulée, représente pour lui, dans un divin rayonnement, l'autorité, la charité et la fécondité. Le peuple, ce serait Rublas. Maintenant, au-dessus de ces trois hommes, ça veut dire Rublas, dans sa luste, et César, je pense. C'est ça? Dans César. Maintenant, au-dessus de ces trois hommes qui, ainsi considérés, feraient vivre et marcher aux yeux du spectateur trois faits, et dans ces trois faits, toute la monarchie espagnole au XVIIe siècle, au-dessus de ces trois hommes, disons-nous, il y a une pure et lumineuse créature, une femme, une reine, malheureuse comme femme, car elle est comme si elle n'avait pas de mari, malheureuse comme reine, car elle est comme si elle n'avait pas de roi, penchée vers ceux qui sont au-dessous d'elle par pitié royale et par instinct de femme aussi peut-être, et regardant en bas pendant que Rublas, le peuple, regarde en haut. Aux yeux de l'auteur et sans préjudice de ce que les personnages accessoires peuvent apporter à la vérité de l'ensemble. Ces quatre têtes ainsi regroupées résumeraient les principales saillies qu'offrait au regard du philosophe historien la monarchie espagnole il y a 140 ans. À ces quatre têtes, il semble qu'on pourrait en ajouter une cinquième, celle du roi Charles II. Mais dans l'histoire comme dans le drame, Charles II d'Espagne n'est pas une figure, c'est une ombre. À présent, attendons de le dire. Ce qu'on vient de lire n'est point l'explication de Rublas. C'en est simplement un des aspects. C'est l'impression particulière que pourrait laisser ce drame, s'il valait la peine d'être étudié.
à l'esprit grave et consciencieux qui l'examinerait, par exemple, du point de vue de la philosophie de l'histoire. Mais si peu qu'il soit, ce drame, comme toutes les choses de ce monde, a beaucoup d'autres aspects et peut être envisagé de beaucoup d'autres manières. On peut prendre plusieurs vues d'une idée comme d'une montagne. Cela prend du lieu, pardon. Cela dépend du lieu où l'on se place, qu'on nous passe seulement pour rendre claire notre idée. Une comparaison infiniment trop ambitieuse. Le mont Blanc, vu de la croix de Fléchère, ne ressemble pas au mont Blanc vu de Sallanches. Pourtant, c'est toujours le mont Blanc. De même, pardon, de même, pour tomber très grande chose à une très petite. Ce drame dont nous venons d'indiquer le sens historique. L'appel à la prière, je dois faire une petite pause. C'est l'appel à la prière. De même, pour tomber d'une très grande chose à une très petite, ce drame dont nous venons d'indiquer le sens historique offrirait une toute autre figure. Si l'on le considérait d'un point de vue beaucoup plus élevé encore, du point de vue purement humain, alors dans sa lutte serait l'égoïsme absolu, le souci sans repos, dans César son contraire serait le désintéressement et l'insouciance. On verrait dans Rublas le génie de la passe et la passion comprimée par la société et s'élançant d'autres plus haut que la compression est plus violente, la reine en vain, ce serait la vertu mimée, ou plutôt minée par l'ennui. Au point de vue uniquement littéraire, l'aspect de cette pensée telle qu'elle, intitulée Rublas, changerait encore. Les trois formes souveraines de l'art pourraient y paraître personnifiées et résumées. Dans sa lutte serait le drame. Dans César, la comédie, Rublas, la tragédie, le drame, nous l'action, la comédie, l'embrouille, la tragédie, la tranche. Tous ces aspects, alors vous pouvez lire cela, c'est pas grave. En faisant la pause, je dois partir à la mosquée. Je m'excuse. Alors, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.